camarades d'Afrique, ce mercredi 18 octobre 2023, depuis la Chine, depuis Pékin, Vladimir Poutine aborde la question israélo-palestinienne. Frère, mais Poutine, il n'oublie pas de rappeler que Zelensky a d'ores et déjà commencé à utiliser les missiles Atakams contre les positions russes livrées par les États-Unis. Et Zelensky s'en félicite. Et les États-Unis aussi promettent de livrer davantage de missiles Atakams, frère, à Zelensky afin de bombarder les positions russes. Mais, chers camarades d'Afrique, écoutez ici les réponses chirurgicales et en tout cas monumentales de Vladimir Poutine. Chers camarades d'Afrique, vous ne serez pas surpris. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre quelque chose à la fin de la vidéo. On est parti. Qu'en pensez-vous des réactions du monde islamique à cet égard? À ce qui concerne la frappe sur l'hôpital, comme vous avez déjà dit, la tragédie qui s'est déroulée, évidemment, ce sont des événements affreux parce qu'il y a des centaines de victimes blessées. C'est une catastrophe, surtout dans un endroit. Ça a un caractère humanitaire et je compte beaucoup que cela pourrait servir du signal pour arrêter le plus rapidement possible ce conflit, pour que nous puissions déjà entamer les contacts et les négociations. C'est la première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne mon impression après les discussions après 5 leaders de la région, c'était vraiment des discussions opportunes et je vais vous dire l'essentiel sans détail. J'ai eu l'impression que personne veut continuer et surtout à aggraver la situation. À mon avis personnel, les acteurs principaux, certains par défaut ne veulent pas, les autres craignent, mais surtout, il n'y a personne qui veut créer pour la convertir en guerre de grande échelle. J'ai pas de doute, et ce qui est très important. Ça, c'est très important. Le président Pavel Zarobin, le président ukrainien s'est félicité de l'utilisation des missiles à longue portée Atakams par l'Ukraine et Washington a confirmé qu'il a vraiment transmis ces missiles à l'Ukraine. Oui, il a confirmé en monde secret. Donc il a dit en monde comme secret, donc qu'on comprenne, ces missiles élargissent la portée de ces missiles, notamment ils peuvent frapper le territoire de la Russie. Comment cela peut changer la situation et comment la Russie va réagir? Tout d'abord, évidemment, ça nuit et ça crée une menace supplémentaire. Deuxièmement, bien sûr, nous serons capables de faire la riposte, parer à ces menaces. La guerre reste la guerre. Et comme j'ai déjà dit qu'il représente une menace, c'est par défaut, c'est tout à fait évident. Mais ce qui est l'essentiel, ce n'est pas capable de changer d'une façon cruciale la situation sur la ligne de front, sur la ligne de contact opérationnel. Je peux le dire sûrement. Et finalement, un autre élément, c'est encore une erreur de la part des États-Unis. Et déjà pour plusieurs raisons. En premier lieu, s'ils n'avaient pas livré les armes au futur, ils auraient pu dire si nous avons tout pu livrer, la situation aurait pu changer, mais cela pourrait résulter en victimes supplémentaires, mais nous avons bien fait, nous ne l'avons pas fait. Mais quand même, ils l'ont fait et ça ne va pas apporter le résultat. C'est déjà par défaut une erreur. Et dans ce contexte, ça n'apporte rien de positif pour l'Ukraine parce que ça fait aggraver le feu, l'incendie, parce qu'ils ont déjà commencé depuis longtemps une contre-offensive bien entendu sur la direction de Kherson qui n'a pas de résultat. Il y a des pertes, mais il n'y a pas de résultat comme dans les régions de Zaporogie et dans d'autres. Et de ce point de vue, c'est aussi une erreur. Et finalement, est déjà une erreur de caractère plus global et qui n'a pas le caractère si visible, mais qui a une grande importance, c'est que les États-Unis s'impliquent de plus en plus personnellement dans ce conflit. C'est une chose évidente et personne ne peut
ne peut pas oser dire qu'ils n'ont rien à voir dans ce contexte et surtout dans le contexte du conflit proche-orient. Ça ne fait qu'aggraver le conflit parce qu'ils ont fait apporter 2 groupements de porte-avions dans la mer Méditerranée. Et évidemment, ce n'est pas une menace que je vais vous dire, mais j'ai donné un ordre pour que les forces armées aérospatiales russes commencent sur une base permanente les opérations de patrouille dans la zone neutre de l'espace aérien de la mer Noire. Et nos avions MiG-31 sont équipés des systèmes Kinjal qui ont la portée qui est bien connue, dépassant 1000 km avec la vitesse supérieure à 9 Mach. Commerçante, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut dire, à l'issue de vos négociations, supposer qu'à l'issue du conflit israélo-palestinien, un État de la Palestine soit créé, et comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 Palestines qui sont en guerre. De Palestine, un état de guerre, vous avez exagéré. Il y a des oppositions au sein de la communauté palestinienne, côté occidental et secteur Gaza, mais je ne les pourrais pas nommer un état de guerre. Et la réaction du président Abbas en témoigne. Il ne les considère comme un état de guerre, et surtout ceux qui gèrent la situation in situ, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter le niveau de coopération et surtout, il faut pas aspirer à atteindre l'union de la communauté, de la société palestinienne. Bien sûr, les 2 peuples de la Palestine doivent aspirer, mais ce n'est pas nous qui pouvons ou devons gérer ce processus. En ce qui concerne la mise en place et la création d'un État palestinien, nous avons la position de principe qui n'est pas liée avec la crise actuelle du tout, sauf que, évidemment, ça fait surmonter ce conflit parce que nous avons toujours agi pour la mise en place d'un État de Palestine souverain, autonome, avec la capitale dans la partie orientale de Jérusalem, mais nous en parlons depuis longtemps et comme la communauté internationale depuis 1948, quand cet objectif a été fixé de créer, et je ne sais pas et nous ne savons pas si cette crise pourrait assurer la promotion de la résolution de ces tâches, mais ça, je pense que pourrait être correct parce que ça pourrait créer les conditions pour la paix durable au futur, parce que en remplaçant les questions politiques par des choses fondamentales qui concernent le destin du peuple palestinien, par des avantages économiques que les États-Unis ont fait par le passé, ce n'est pas du tout possible et surtout la crise actuelle le confirme. Nous devons résoudre les tâches fondamentales de la crise politique. Encore 2 questions, allez-y, et nous allons clôturer. L'agence de presse TASS. Écoutez qu'elle a fait. Hier, vous avez rencontré le Premier ministre hongrois Viktor Orban et à l'issue de cette rencontre, il a dit qu'il a abordé la possibilité d'un cessez-le-feu en Ukraine. Et à l'issue d'un entretien avec vous, il a dit qu'il était content de ces négociations. Qu'est-ce que vous avez dit à Viktor Orban? Pourquoi il a perdu son dernier sentiment d'optimisme? Est-ce que vous avez dû parler avec Vučić? C'est tout à fait vrai. Nous avons parlé va-vite à M. Vučić parce qu'il est préoccupé de la situation dans sa région, en Serbie, et nous partageons ses préoccupations. En ce qui concerne la rencontre avec le Premier ministre Orban, que vous avez déjà dit que son optimisme est épuisé, je ne sais pas. Je pense que M. Orban est une personne très pragmatique, optimiste, et je ne le pense pas que son optimisme est épuisé. Mais ma position personnelle
concernant cette partie de la conversation, ne cache aucun secret parce que pour répondre à la question s'il y a les perspectives de la résolution pacifique, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, si la partie ukrainienne veut réellement un processus de négociation, il faut le faire pas par des gestes de théâtre. Et la première chose à faire, il faut annuler le décret présidentiel du président ukrainien qui l'interdit les négociations. Parce que, en même temps, ils manifestent qu'ils sont prêts à négocier parce que surtout les responsables qui gèrent la politique extérieure et qui ont dit récemment qu'il faut assurer la défaite stratégique à la Russie sur le champ de combat et ils ont changé de la tonalité en disant qu'il faut résoudre ces problèmes en voie pacifique. C'est une bonne transformation dans une bonne direction. Et M. Borrell le dit et je peux le vanter pour ces éléments, mais ce n'est pas suffisant. Il faut entreprendre des démarches concrètes s'il y a vraiment une envie de se mettre d'accord. En ce qui concerne le Premier ministre Orban, très souvent il est accusé des esprits pro-russes. Non, c'est pas du tout correct. C'est un homme politique pas pro-russe, mais pro-hongrois. Il est accusé très souvent pas pour une position qui diffère de la position des hommes politiques européens, parce qu'il est courageux de protéger les intérêts de son peuple. Et très souvent, les leaders politiques européens manquent ce courage. C'est pour ça qu'il l'attaque. En conclusion. Monsieur le Président. J'ai déjà montré. Bon, allez-y. Monsieur le Président, le président américain a déclaré que la guerre en Ukraine était perdue pour la Russie. Il disait que l'objectif des États-Unis, c'est unir l'Europe contre la Russie. Comment évaluer cela? Mais si la guerre est perdue, à quoi ça sert de fournir les attaquants? Dans ce cas-là, ils peuvent les faire revenir comme les autres armes pour faire des crêpes. Ils peuvent venir chez nous pour prendre une tasse de thé. Si la guerre est perdue, à quoi ça sert de fournir les missiles attaquants? C'est à eux qu'il faut poser les questions. C'est vraiment ridicule. Allez-y. Faire des crêpes, vous avez dit, ce n'est pas secret. Il y a 2 heures, vous avez quitté la maison où les négociations ont eu lieu et vous êtes arrivé ici. Est-ce que un tour de la ville, un tour de Pékin a été organisé par Xi Jinping pour vous? Nous avons eu un déjeuner en petit comité d'affaires qui a été assisté par les ministres des Affaires étrangères des deux côtés avec les assistants. Et par la suite, le président Xi Jinping nous a proposé d'avoir une rencontre tête-à-tête, comme vous avez bien dit, en partageant une tasse de thé. Nous avons déjà parlé 1h30, peut-être même 2 heures. Nous avons discuté des questions confidentielles, vraiment en regardant dans les yeux directement, tête-à-tête. C'est vraiment très substantiel entre les deux. En ce qui concerne les patrouilles dans la mer Noire, est-ce que cela serait nommé comme une menace, une nouvelle menace pour... J'ai déjà dit, j'ai déjà prévenu, c'est pas une menace, mais nous allons assurer la supervision visuelle en utilisant surtout la supervision des armes, sur tout ce qui se passe dans la mer Méditerranée. Il a mangé évidemment. Frère, il n'est pas qu'on aborde la question de... La question de l'Ukraine, quoi. C'est que, où il est là, non, c'est que il est trop tard. Où il est là, non. Il est prêt à bondir, quoi. À prendre les trucs et puis on dit, monsieur le président, on dit, les États-Unis disent que la guerre est pliée, que vous avez perdu la guerre déjà. Et qu'ils vont tout faire pour unir l'Europe contre vous. Et qu'ils vont unir l'Europe contre vous. Il dit, mais si la guerre est finie, pourquoi ils envoient les missiles attaquants? Ils n'ont pas venir s'asseoir, ils n'ont pas boité. Si la guerre est finie, ils n'ont pas venir en mettre des crêpes. Oh, Poutine, c'est un 10. Maintenant, il a abordé la question palestinienne, israélo-palestinienne, vous avez compris, non? D'accord. Il dit, depuis l'ONU a fait une résolution où on doit établir 2 États. 2 États.
c'est sa logique est là. Sa logique est là. Mais il dit que les présidents du monde arabe, il a causé avec tout le monde. Et que dans leur esprit, là, ils ne sont pas partants pour une guerre totale. Tu vois, comme la guerre du Kippour ou bien la guerre des 6 jours. Ils ne sont pas partants pour ça. Selon lui, hein, il a causé avec eux. Selon leur, ils sont dans un état d'esprit d'apaisement. Selon Poutine. Voilà, il dit ça déjà, ça arrange. Ça déjà, ça lui permet de dormir. Ça peut l'amener à dormir. Mais là, vraiment, et que les États-Unis envoient des gros bateaux, des gros porteurs, des gros porte-avions, 2 gros porte-avions, et puis ils ont mis en alerte, comment on appelle ça, les États-Unis ont mis en alerte 2000 maris, pour, prêts à intervenir dans le monde arabe. Maintenant, vous savez qu'ils ont frappé, truc, hein. Ils ont frappé un hôpital. Israël dit que c'est pas eux qui ont frappé l'hôpital, que c'est une roquette du Hamas qui a dévié et qui est parti tomber sur l'hôpital. L'hôpital, en tout cas, environ plus de 500 morts selon le Hamas. Maintenant, selon Israël, je crois 200 et quelques morts, 300 morts environ. Vous voyez, la guerre, c'est pas bon, les gars. La guerre, c'est pas bon. Donc, voilà, un peu. Mais Poutine, il dit les États-Unis, c'est pas la peine. Vous avez compris. Et puis, Papi Joe était là-bas aujourd'hui. Papi Joe était en Israël. Il a parlé. Parce que hier, il devait aller en Jordanie. Il devait aller en Jordanie et il devait se rencontrer avec le président Al-Sisi, le président, je crois, irakien, le président syrien et puis le président libanais. En tout cas, tous les présidents du monde arabe devaient se rencontrer avec tous. Mais la rue, j'ai aimé hier, la rue en Jordanie a fait annuler la visite de Biden. C'est-à-dire qu'il est monté dans l'avion, l'avion a pris la direction. Et en l'air, ils ont détourné la trajectoire de l'avion. La rue qui a fait ça. Non, ils étaient fiers hier des Jordanais. Wallahi billahi. Ouais, donc, il s'est été annulé. Maintenant, il était obligé de partir seulement qu'en Israël. Arrivant en Israël, il dit non, que lui, il a eu des preuves qui disent que, oui, c'est pas les Israéliens qui ont tiré, comment on appelle ça, le missile sur l'hôpital, que ce serait de l'autre côté. Bon. C'est ceux qui disent que c'est une guerre sainte là. Papi Dieu est saint. Ou bien, non. D'accord. Ne vous réveillez pas de vos sommeils. Hein. Restez dans vos sommeils. Dites-lui que c'est une guerre sainte. C'est une guerre Isaac contre Ismaël. Donc, Papi Dieu là, il est d'Isaac. Ou bien il est d'Ismaël. Joe Biden, il est saint. Les gens dorment toujours. Les gens ronflent. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne connaissez pas les dessous de cette guerre. Vous ne connaissez pas, chers camarades. Si vous savez le dessus de cette guerre, vous ne serez pas là. Donc, bref, en tout état de cause, la guerre n'est pas bon. Il faut arrêter la guerre. Donc, voilà un peu ce qu'il peut dire. Et en tout cas, actuellement, en tout cas, la Russie est en train d'avancer. Et ils sont allés en Russie, en Chine, pour leur association. Ils ont une association là-bas, ils sont allés parler de ça. Donc, camarades de l'Afrique, partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la République en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, vive le monde libre. On est ensemble.